Entrons dans la lumière. La lumière a deux influences, essentiellement deux influences sur la figurine qu'elle illumine. Elle a une influence sur la couleur, en effet, si la lumière comporte une petite tonalité de jaune ou de bleu, ceci a une influence sur la couleur, mais nous en parlerons sur la partie dédiée spécifiquement à la couleur. Nous allons parler ici uniquement de l'influence de la lumière sur la manière dont elle éclaire et dont elle forme des zones d'ombre et des zones de lumière sur l'objet éclairé, en l'occurrence la figurine, le décor, etc. Il existe une multitude de types d'éclairage différents, la lumière zénitale, la lumière générale, la lumière latérale, la lumière orientée, etc. Nous allons parler ici uniquement de la lumière zénitale, car c'est celle que j'utilise le plus souvent sur presque toutes mes figurines. Et c'est le type d'éclairage qui est le plus communément utilisé aussi dans le milieu de la peinture de figurines. La lumière zénitale simule l'arrivée de la lumière en son zénith, c'est-à-dire située au-dessus de la figurine. On voit avec les deux premiers dessins que le demi-cercle est éclairé par le dessus, ce qui crée une zone claire sur son sommet, et ce qui crée une progression du dégradé allant sur les flancs de plus en plus sombre. Dans le cas de la lumière zénitale, cette source de lumière étant unique, il faut que la figurine éclairée par cette source zénitale soit logique. Et donc il faut bien réfléchir à la manière dont cette lumière zénitale influe sur les différents reliefs de la figurine. On voit bien avec cette troisième image, ce crapaud, que la lumière a créé une zone d'éclaircissement non pas de manière frontale, mais sur les volumes. On le remarque bien au niveau du ventre, où la partie frontale est une zone intermédiaire, et la zone claire est posée au-dessus du volume, et la zone foncée sous le volume et légèrement sur les flancs. On le remarque aussi bien sur les boursouflures qu'il a au niveau du cou. On voit bien que les petits points de lumière sont posés sur le volume et non pas en face, et que l'ombre, elle est posée dessous. Concernant les jambes, on voit bien aussi que la lumière est posée sur les cuisses, qu'elle forme une ombre au niveau des tibias car il y a une cassure qui projette cette zone dans l'ombre, et que la lumière intervient de nouveau au niveau des pieds. Le prochain graphique, qui montre un cube avec différentes facettes, explicite bien la logique de la lumière comme il a été montré sur la jambe du crapaud précédemment. La zone claire, la zone qui fait face à la lumière est la zone la plus claire, et les différentes facettes ont des couleurs différentes suivant l'angle qu'elles forment avec l'arrivée de la lumière. Plus l'angle est fermé par rapport à l'axe de la lumière, plus il est sombre. L'illustration suivante est un nouvel exemple, il faut mieux plus d'exemples que pas assez. On voit bien que la lumière arrive globalement sur le pagne qui s'envole et sur les épaules, que la jambe droite faisant plus un angle perpendiculaire par rapport à l'arrivée de la lumière est plus claire que la jambe gauche. Si on porte attention à son bras gauche, celui qui n'est pas muni de l'épée, on voit bien que la lumière arrive au-dessus du bras, qu'elle est composée de tons intermédiaires sur la partie frontale et qu'elle plonge le dessous du bras dans l'ombre. Sur la figurine suivante, nous voyons aussi que la lumière arrive globalement sur le torse et sur la partie plate des plis qui composent la robe. Il faut aussi prendre en compte ce que l'on appelle le degré de courbure, c'est-à-dire que plus une courbe est aiguë, plus le dégradé progresse rapidement sur une petite distance. Sur ce premier schéma, nous voyons bien que le dôme est éclairé en son sommet et que les parties latérales ne forment pas une courbe et donc le dégradé ne progresse pas. Sur le dessin suivant, qui forme une sorte de palais, on voit bien que la courbe en son sommet est très légère et donc la lumière se dégrade très doucement. Il y a une cassure avec les flancs et donc le dégradé progresse rapidement. Par contre, la partie sur les flancs ne possède pas de courbe, elle est tout à fait plane, et donc le dégradé ne progresse pas et la couleur est uniforme le long de cette arête verticale. Sur la figurine d'oracle qui suit, on voit bien la différence de progression des dégradés suivant le degré de courbure. Si on regarde la cuisse, la courbure est légère et donc le dégradé progresse légèrement. Si l'on regarde les plis au niveau du ventre ou au niveau de l'aine, on s'aperçoit que le tissu marque des ruptures plus prononcées et donc que le dégradé lui aussi se prononce plus. Il faut que la vitesse de progression du dégradé soit proportionnelle à la sculpture et à la courbure, aux angles et aux plis formés par le relief de la figurine. L'objet suivant nous permet de voir ce qu'il se passe avec une arête.
Il est souvent plus agréable à l'œil de surligner une arête, comme nous le voyons en comparant les deux illustrations, la première avec le cube qui n'a pas l'arête surlignée, et la seconde avec le cube où l'arête a été rehaussée d'un trait clair. On voit bien avec l'objet en plastique suivant que l'arête forme une accélération de lumière en l'un de ses coins. Ça peut être une astuce visuelle que nous pouvons utiliser pour peindre nos figurines. C'est le cas des pierres de la figurine suivante qui ont été rehaussées suivant la lumière zénitale par un trait très clair. Si les pierres sont gravées de manière horizontale, on voit bien que la lumière est posée en son sommet, mais pour les pierres qui forment un angle, notamment celle de l'arche, on voit bien que la lumière a été décalée en l'un des coins, toujours pour suivre la lumière zénitale. Le schéma suivant nous montre l'influence de la lumière zénitale sur des formes un peu plus complexes, composées de faces, de courbes, de trous, etc. Plus la figurine est complexe, plus il y a d'éléments et plus elle est dans l'espace, plus il est délicat de gérer cette lumière. Sur la figurine suivante, qui est heureusement uniquement munie d'un pagne et de muscles, c'est un travail beaucoup plus simple à réaliser que sur une figurine complexe avec beaucoup de détails. On voit bien que la lumière sur cette figurine arrive globalement majoritairement sur le bras et sur la cuisse droite, ainsi que sur le visage. Sur la photo de dos, on voit qu'elle plonge le bas du dos et les flancs dans l'ombre, tout en éclairant majoritairement la nuque, le sommet du crâne et certaines parties de la jambe. La photo suivante montre que la lumière zénitale se pose majoritairement sur la jambe droite et sur le torse, plongeant la jambe gauche et le tibia de la jambe droite dans l'ombre. En regardant plus en détail, on peut s'apercevoir avec les plis au niveau du coude du bras droit ou les plis au niveau du genou de la jambe droite, que la lumière se pose bien sur les volumes et plonge le dessous du volume dans l'ombre, et que ce n'est pas une lumière frontale. On voit que ce travail est respecté sur la figurine suivante, notamment au niveau des plis de la robe, qui accroche bien la lumière sur la partie plane faisant face à la lumière zénitale, et qui plonge le dessous de ce pli dans l'ombre. On peut voir aussi, sur la lance tendue, que la lumière est posée sur le dessus de la lance, et plonge le dessous de la lance aussi dans l'ombre. Sur la figurine suivante du banquier, on peut voir que le respect de la théorie sur le degré de courbure est respecté, les plis étant très prononcés dû à la sculpture, la transition entre les zones de lumière et les zones d'ombre est très brutale pour suivre le relief de la sculpture. Sur la photo de dos, on peut voir que la cape est gravée d'une manière beaucoup plus douce, et donc que le dégradé progresse beaucoup plus doucement que sur le tissu bleu que nous avons vu de face. On voit bien sur le haut de la cape que les plis étant plus prononcés que sur la partie basse de la cape qui pend, la lumière intervient aussi beaucoup plus brutalement avec une transition rapide entre les zones foncées et les zones claires. Et nous voyons aussi sur le haut de cette cape, sur la partie rouge, que la lumière arrive brutalement sur les plis qui font face à la lumière zénitale. Avec la figurine de Carlos suivante, on s'aperçoit que tout ceci n'est que de la théorie et qu'il faut des fois savoir l'exagérer, comme le montre la photo en noir et blanc du même Carlos, où on voit qu'un spot a été mis sur le visage et sur le bras, donc c'est-à-dire que la lumière a vraiment été exagérée de manière à attirer l'attention sur elle. Une zone claire capte beaucoup plus l'attention du spectateur si elle est entourée d'une zone foncée. On peut aussi attirer l'attention sur une zone en particulier en la peignant claire et en la faisant cercler de noir ou inversement. Ce Sachem Corbeau montre aussi que l'on peut très bien attirer l'attention sur le visage en le peignant clair et en l'entourant d'une zone foncée, comme ça a été fait ici avec les plumes noires. L'illustration suivante explicite aussi très bien cette théorie. L'œil ressort beaucoup car il est entouré d'une zone de lumière importante et il y a aussi un contraste entre les vapeurs bleues qui s'échappent de l'ouverture avec l'œil rouge. Il y a un contraste chaud-froid. Sur la figurine de Atella suivante qui tient la torche, on voit là aussi en comparant la photo en noir et blanc et la photo en couleur que les points de lumière ont été exagérés au niveau de la jambe gauche, un petit peu du ventre, de la poitrine et du visage pour attirer l'attention sur ces parties. Il en est de même pour la figurine d'Arlequin, où la lumière est concentrée sur la poitrine, le visage et la jambe qui se projette en avant et qui capte tout à fait la lumière zénitale. Il existe une multitude d'autres éclairages, notamment la lumière latérale, que l'on voit sur la dernière photo, qui montre le visage de ce hobbit éclairé par sa gauche.
On voit bien que la lumière venant de sa gauche éclaire majoritairement le front, la pommette et la partie latérale du nez, et que ce choix lumineux projette la partie droite du visage dans l'ombre.